J'ai surpris ma sœur, princesse, embrasser mon mec, une semaine avant son mariage. Le fiancé a fait mine de rien, puis a choqué tout le monde le jour J. Salut Reddit. Je m'appelle Camille, 28 ans, lyonnaise, et jusqu'à récemment, je pensais que ma vie se résumait à coder la journée, rentrer dans mon petit appart près de Saxe-Gambetta, et regarder des séries avec Tom, mon copain de 29 ans. Rien d'exotique. Ma sœur, Sarah, 26 ans, elle, était en pleine orga de son mariage façon Pinterest au domaine des pierres blanches, quelque part entre le Beaujolais et les vignes. J'étais demoiselle d'honneur, robe fluide rose poudrée imposée, timing par minute, groupe WhatsApp équipe de rêve où elle m'était des à chaque message. Bref, tout tournait autour d'elle, normal, c'était son moment. Sauf que son moment a commencé à déborder sur le mien. Au début, c'était des broutilles. Chez mes parents, pendant un apéro planche-charcu-fromage, Tom lâche une blague moyenne sur le tram T1, et Sarah part dans un fou rire disproportionné, genre « tu es trop drôle toi », en posant sa main sur son avant-bras. Une fois, ça passe. 2 fois, ça intrigue. 10 fois, ça m'assied. Elle riait avant même la chute, collait sa chaise à la sienne, et quand il se levait pour débarrasser, elle l'aidait parce que les hommes ne savent pas où va la vaisselle, en lui frôlant le dos. Je me suis dit que j'exagérais, que c'était l'effervescence du mariage. Sauf que mon estomac, lui, ne rigolait pas. J'ai essayé d'en parler à Tom, un soir, après un trajet TCL où il avait eu droit à 3 messages SOS, validation playlist de Sarah. Je lui ai dit, calmement, « Tu ne trouves pas qu'elle est beaucoup ?» Il a soupiré, m'a embrassé sur le front, et a répondu, « Elle est stressée. » C'est sa manière de se rassurer. Tu surinterprètes. J'ai voulu le croire. Il posait son téléphone face contre table plus souvent qu'avant, mais on met ça sur le compte des notifs. Et puis c'est ma sœur. On ne pense pas tout de suite au pire. On se raconte que c'est moi qui deviens jalouse. Le culot en robe du soir, je le prête plutôt aux autres qu'à ma propre famille. Sauf que les micro-gestes s'additionnent. Au barbecue dominical chez mes parents, près de Villefranche, je m'absente 2 minutes pour la salle de bain. En revenant, je les trouve tous les deux au fond du jardin, collés serrés pour parler musique d'entrée de mairie. Elle rigole, la tête penchée, sa main qui reste sur son biceps un peu trop longtemps. Il me voit, recule d'un pas comme sous un projecteur. Je n'ai rien dit, pas envie de déclencher un tapage et de rameuter la police municipale avec nos voix au-dessus des haies. Le soir, dans la voiture, j'insiste, de quoi vous parliez vraiment? Il lève les mains, de la playlist. Tu veux qu'on fasse quoi, qu'on s'ignore? Et moi, je m'énerve, non, juste des limites. On a tourné en rond comme ça jusqu'à Gerlande, sans rien résoudre. Le lendemain, je prends mon courage et j'écris à Sarah, « Café ». On se retrouve à 10h, près de la place Bellecour. Je commande un Perrier, elle un latte avec un cœur en mousse, elle est électrique, me montre des photos de sa déco, me demande si je préfère des pivoines ou des roses. Je l'interromps, la gorge sèche, faut qu'on parle. Ton attitude avec Tom, ça dépasse la bonne sœur. Les rires, les mains, les apartés, ça me met mal. Le silence tombe. Son visage passe par toutes les couleurs. Puis elle rit, mais sans les yeux. Tu délires, Cam. Tom, c'est presque de la famille. Tu crois quoi, que je drague ton mec? Je réponds que je ne crois rien, je constate. Qu'elle franchit une ligne. Elle repose sa tasse un peu fort, le métal claque. Tu es pathétique. Inscure. Je me marie dans 3 semaines et toi tu me sors ça. Elle se lève, sa chaise racle, et elle balance en enfilant sa veste. Soigne-toi. Elle file. Je reste plantée, à remuer mon Perrier, je me suis étouffée avec, d'ailleurs, tellement la scène était absurde. Dans l'après-midi, ma mère m'appelle, voix déjà montée à 12. Mais qu'est-ce que tu as fait à ta sœur? À 1 semaine de l'enterrement de vie de jeune fille. Tu n'as pas honte. J'essaie d'expliquer, elle ne veut rien entendre. Arrête tes histoires, profite d'être demoiselle d'honneur, et excuse-toi. Je raccroche en tremblant. Tom, le soir, me dit que j'ai mal géré. Tu aurais pu m'en parler encore, pas lui tomber dessus. Et je l'entends me dire, en filigrane, que je suis la pénible de service. J'ai dormi mal, le ventre noué. Le lendemain, j'ai fait semblant de bosser, l'œil collé à Versus Code sans rien chipper, la tête pleine de dialogues imaginaires où je répondais du tac au lieu de pleurer. On n'est pas chez Disney, mais j'aurais aimé un script avec une morale simple.
Les jours suivants, Sarah me ghoste. Je laisse un vocal maladroit. On aurait dû s'expliquer différemment. Rien. Je passe à son appart, dans le 6e, elle referme la porte. Mes parents me textent en rafale. Tu fais capoter l'ambiance, pense à la famille. Je me retrouve coincée entre l'envie de hurler et celle de m'excuser juste pour avoir la paix. Et pendant ce temps, tout continue comme si de rien n'était. Essayage de robe, répétition à la mairie, place attribuée au repas. Je note que Tom est toujours invité, évidemment. Et moi aussi, officiellement. Mais j'ai la nausée à l'idée de traverser l'allée en souriant, avec cette sensation poisseuse que personne ne valide ce que je vois. La veille du week-end, je fais une dernière tentative. Je propose à Tom un pacte clair. Si elle recommence, tu coupes court. Tu le dis, tu mets de la distance. Il souffle, il n'y a rien à couper. Je lâche, plus froide que prévu. Alors c'est que tu ne veux pas voir. On se couche dos à dos. Dans le noir, je me demande si je suis en train de saboter ma propre vie pour une jalousie mal placée, ou si, au contraire, je suis la seule à ne pas dormir. J'écoute les bruits de la ville, un bus qui freine, quelqu'un qui rit dans la rue, et je me promets une chose, la prochaine fois, je ne laisserai pas passer. Parce que là, ce n'est plus un ressenti. C'est un franchissement. Et je le sentirai arriver. Je ne sais pas ce qui m'a poussé chez mes parents ce samedi-là, une semaine pile avant le mariage. Peut-être l'envie qu'ont de raccrocher les wagons, peut-être la culpabilité d'avoir braqué tout le monde avec mon café catastrophique à Bellecour. J'avais préparé des phrases neutres dans le bus, un plan de paix bidon, et même des chouquettes de chez le boulanger pour faire passer la pilule. J'ai sonné, personne n'a répondu. La porte n'était pas verrouillée, j'ai appelé maman, en avançant vers le jardin. Des voix basses venaient du fond, derrière le massif de rosiers. J'ai contourné l'érable, et là, mon cerveau a fait écran noir. Sarah était dans les bras de Tom, littéralement accrochée à lui, ses jambes serrées autour de sa taille comme si la pelouse était de la lave. Sa main a lui disparu sous son top, leurs bouches collées, ce bruit humide que je n'oublierai jamais. J'ai dû entamer un bruit d'animal parce que Tom a sursauté. On s'est regardé les trois, un triangle parfaitement grotesque. Le temps s'est étiré. Puis ma voix est sortie toute seule, rauque, étrangère. Mais c'est que, ça. Tom a lâché le réflexe le plus minable de l'histoire. C'est pas ce que tu crois. Sarah, blanche, a essayé de se dégager sans lâcher son regard fier, le culot en robe du soir, à midi, dans le jardin de nos parents. J'ai senti mes jambes trembler. Tout ce que j'avais refoulé depuis des semaines, la playlist, les rires forcés, les mains baladeuses, franchissement confirmé, transformé en gifle. Je n'ai pas attendu leur version. J'ai rebroussé chemin en courant presque, les chouquettes écrasées au fond du sac. Sarah m'appelait Cam. Cam, attends. Tom balbutiait des « s'il te plaît ». J'ai claqué la porte si fort que les cadres ont dû vibrer. Dans la voiture, j'avais l'impression d'avoir avalé du gravier. J'ai démarré à l'aveugle, direction Lyon. Mon téléphone vibrait comme un bourdon. Tom, Sarah, maman, puis papa. Je n'ai répondu à personne. Je me suis garée en épi devant mon immeuble. Je suis montée. J'ai ouvert ma valise sans réfléchir. Jogging, culotte, chargeur, brosse à dents. J'ai pris mon ordinateur, mon passeport, pourquoi, aucune idée, et je me suis arrêtée devant le miroir. J'avais le visage d'une inconnue. J'ai laissé à Tom un message sec, la main glacée. C'est fini. Ne me contacte plus. Puis j'ai éteint le téléphone, pris un VTC direction Pardieu et j'ai posé mon sac à la réception d'un petit hôtel anonyme près de la gare. Chambre 412, couette trop lourde, moquette qui sent le propre. J'ai pleuré comme une enfant sous la douche, assise par terre, jusqu'à ce que l'eau passe du brûlant au tiède. Ensuite, j'ai eu faim d'un coup. J'ai commandé des pâtes au pesto, que je n'ai pas mangées. J'ai fixé le plafond, les yeux secs, vidés. Au matin, j'ai rallumé le téléphone pour deux choses. Prévenir mon lead que je posais un RTT raison perso, et appeler Marc. Parce que lui, contrairement à tous les autres, ne mérite pas de se prendre la vérité en pleine figure le jour J. J'ai composé son numéro avec le cœur qui cogne. Il a décroché vite, une voix polie mais inquiète. « Camille ? Tout le monde te cherche. Sarah dit que tu as disparu. » J'ai inspiré fort. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je lui ai tout raconté. Les semaines de malaise, le café, les reproches de mes parents, et la veille,
Le jardin, l'érable, la scène exacte. J'ai décrit ce que j'avais vu sans rajouter ni atténuer, avec l'espèce d'honnêteté épuisée de quelqu'un qui n'a plus d'énergie pour arranger. Marc n'a pas interrompu une seule fois. Par moments, j'entendais juste son souffle, un froissement, peut-être qu'il s'asseyait. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence qui m'a déchiré. Puis il a dit, très posé, « Merci de me l'avoir dit. Il faut que je réfléchisse. » Et il a raccroché. Je suis restée avec le combiné collé à l'oreille, comme si la suite allait sortir du plastique. Rien. Je me suis imposé une règle. Ne plus jouer les messagères, ne plus tenir la main de quelqu'un qui choisira de ne pas voir. J'ai écrit au groupe Équipe de rêve que je me retirais du cortège, que la robe fluide rose serait rendue propre le lendemain, que je ne pouvais pas assurer mon rôle. J'ai attendu le déferlement. Ma mère a appelé 3 fois dans la minute. Je n'ai pas répondu. Tom a laissé un vocal que je n'écouterai jamais. Sarah, silence radio. L'après-midi, ma tante m'a envoyé un « tu es où ?» On s'inquiète auquel j'ai juste dit « je suis en sécurité, j'ai besoin de couper ». Le surlendemain, j'ai ramené la robe à ma sœur par l'intermédiaire de ma cousine Emma. Sac craft, pressing, cintre, 0 mot. Emma m'a prise dans ses bras sur le trottoir, sans poser de questions. J'ai déménagé, en quelque sorte, à l'hôtel. J'aimais la routine neutre, descendre prendre un café au distributeur, croiser des commerciaux l'ordi sous le bras, remonter m'enfermer pour bosser en remote. Le soir, je faisais un tour au parc de la Tête d'Or, marcher jusqu'à sentir mes mollets brûler, puis m'écrouler sur le lit en me passant en boucle la même scène. Je me surprenais à imaginer des dialogues incroyables où je leur disais tout ce que j'avais à dire, où je tenais tête, où c'est eux qui partaient en courant cette fois. Dans la vraie vie, je respirais, c'est tout. Marc n'a pas rappelé. Ni message, ni accusé. J'ai respecté. Je me suis aussi surprise à espérer, ce qui m'a humiliée. Espérer qu'il prenne la bonne décision, espérer qu'il voit ce que moi j'ai vu. Puis je me sermonnais, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de sortir de là sans me perdre. J'ai listé des choses bêtes, prévenir la salle que je ne serais pas demoiselle d'honneur, rendre le bracelet coordonné, annuler mon rendez-vous coiffure. En parallèle, ma mère bombardait, « Tu viens quand même, hein ? Ne fais pas un drame. » J'ai reçu un « appelle-moi STP » de mon père, ce qui en dit long sur l'ambiance. Je n'ai pas répondu. Quand j'ai enfin osé ouvrir un vocal de Sarah, c'était une bouillie de larmes et de phrases cassées. Je ne sais pas ce qu'il t'a raconté, tu veux me détruire, tu choisis ton camp. J'ai supprimé. La veille du jour J, j'ai rêvé que j'entrais à l'église et que tous se retournaient en me pointant du doigt en chuchotant. J'ai ouvert les yeux glacés, la gorge sèche. Alors je l'ai écrit, noir sur blanc, dans mes notes, pour ne pas flancher, je n'irai pas. J'ai envoyé un SMS neutre à ma tante. Je ne serai pas présente demain. Je t'embrasse. J'ai éteint le téléphone, j'ai tiré les rideaux épais de la 412, et je me suis laissé tomber dans le lit. Le lendemain, le monde pourrait bien brûler dans un bouquet de pivoine et de promesses vides. Moi, j'avais choisi la seule chose qui me restait, me protéger. Le matin du mariage, j'ai ouvert les volets de ma 412 sur un ciel gris perle, et j'ai su que je n'irais pas. J'ai pris un café brûlant au distributeur du couloir, j'ai tourné la petite cuillère pour rien, puis je suis allée m'asseoir sur le lit avec ma robe rose rangée dans son sac pressing, bien sage, à mes pieds. Dans ma tête, je répétais comme un mantra, on n'est pas chez Disney, j'ai pas à jouer la figurante dans leur comédie. Mon téléphone vibrait sur la table de nuit comme un insecte coincé. J'ai coupé le son, j'ai enfilé des baskets blanches et je suis partie marcher au parc de la Tête d'Or jusqu'à user ma colère sur le gravier. Vers midi, ma mère a laissé un message, « C'est vraiment petit, Camille. » Puis un autre, plus long, où elle m'expliquait qu'il fallait s'élever au-dessus, que les histoires de jeunes, ça passe, que Sarah est fragile. J'ai ri tout haut, un rire moche, sans joie. Il est resté bloqué dans son époque. Mon père, lui, a juste envoyé rappel. Je n'ai rappelé personne. J'ai mangé un sandwich au comptoir d'une boulangerie de Foch. J'ai rentré ma tête dans mes épaules en imaginant les chuchotements, les fleurs en pivoine, les photos, et j'ai tenu bon. À 15 heures, j'étais de retour à l'hôtel, j'ai tiré les rideaux et j'ai somnolé, la radio murmurant des chansons que je n'écoutais pas. C'est Emma qui m'a réveillée vers 18 heures. Sa voix vibrait d'adrénaline et de compassion mêlée. « Cam, tu t'assois. » Je me suis redressée d'un coup, le cœur à la gorge. Quoi encore? Elle a inspiré, puis tout est sorti en cascade. L'église à Villeurbanne,
pleine à craquer, Sarah dans sa robe sirène, Marc très droit, un peu pâle. La marche nuptiale, les invités qui essuient une larme, les téléphones discrets en main, les petites cousines en panier fleuri. Et puis, au moment des vœux, Marc qui lève la main. Silence. Le prêtre qui s'arrête, Sarah qui lui sourit comme si c'était une blague. Il a dit, mot pour mot, Emma cherchait ses mots, qu'il ne pouvait pas se marier avec quelqu'un qui avait trahi sa propre sœur et s'était fichu de sa vie. J'ai senti la couette sous mes doigts, rêche. Il s'est tourné vers tes parents. Il leur a dit qu'ils devaient savoir la vraie raison de ton éloignement. Je m'excuse auprès de vous, mais la vérité est là. Sarah s'est décomposée. Et Marc est parti. Il a posé le micro, il a pris son manteau, il a traversé l'allée centrale, et il est sorti. Je me suis étouffée avec mon Perrier imaginaire. Ça m'assied. J'ai dû répéter il est parti. 3 fois. Emma a continué, les murmures qui gonflent comme une vague, le parrain qui tente d'arrondir les angles, ma mère qui essaie de sourire figé, mon père rouge brique à se retourner sur les bancs. Une cousine a lâché un « oh la vache » audible. Sarah a commencé à pleurer, à dire qu'il y avait malentendu. Certains invités sont sortis derrière Marc, d'autres restaient, les yeux ronds, scotchés au banc comme devant un accident sur l'autoroute. Le prêtre a toussé, a parlé de recueillement, mais c'était cuit. Retour de flamme intégrale. Le groupe WhatsApp famille-mariage a explosé dans la foulée, d'après Emma. Des qu'est-ce qui se passe, par dizaines, des tantes demandant si c'était une blague, un oncle qui écrivait c'est quoi cette mascarade. Ma mère a tenté une version express. Marc a des doutes, rien à voir avec Camille. Et là, tonton Yves a soleillé tout le monde, on a tous des yeux. Et des mémoires. J'ai imaginé l'onde de stupeur, les mini-tribunaux qui se forment sur le parvis, le cousin qui a filmé 3 secondes de Marc tournant le dos, déjà prête à circuler. L'image de Sarah seule devant l'autel m'a fait plus mal que je ne pensais. C'est ma sœur, malgré tout. Mais c'est elle qui m'a planté un couteau dans le dos en premier. 2 choses peuvent être vraies en même temps. Quand Emma a raccroché, la chambre s'est remise à faire ce bruit sourd de climatisation. J'avais envie de rire et de vomir. Je me suis mise au bord de la fenêtre, j'ai regardé les phares glisser sur le boulevard et je me suis sentie vieille de 20 ans. Une petite partie de moi, minuscule, a soufflé merci à Marc. Pas pour le spectacle, pas pour la mise à mort publique, mais pour le fait de ne pas m'avoir traitée de folle. Quelqu'un m'avait cru, enfin. Pas la personne à qui j'avais tout donné pendant 3 ans, pas ma mère, pas mon père, mais quelqu'un qui avait la seule décision à prendre, faire demi-tour ou faire semblant. Il a choisi le réel. Évidemment, derrière, ça a dégénéré. Les commérages, c'est un feu de brousse. Une copine d'enfance m'a écrit « tu savais », avec un gif de feu d'artifice. Une autre a envoyé « je suis là si besoin » et un cœur. Ma mère, elle, a pingé en privé « tu es satisfaite ». 3 mots. Cinglants. Comme si j'avais appuyé sur un bouton « canceller mariage ». J'ai senti la colère remonter, serrée comme un poing. Je n'ai pas répondu. Mon père a tenté un « appelle ta mère » suivi, 5 minutes plus tard, d'un autre « ça suffit maintenant ». J'ai posé le téléphone, j'ai inspiré comme on m'apprend en sophro sur YouTube, et j'ai choisi de ne pas me laisser happer. Le soir, Emma m'a renvoyé un message. Oncle Yves, encore lui, aurait pris ma mère à part pour lui dire qu'à force de protéger l'image parfaite, elle avait fabriqué un mensonge qui leur éclatait à la figure. Elle aurait rétorqué « on règle ça en famille ». Il aurait répondu justement. Les beaux discours sur l'unité sonnaient creux avec la chorale encore dans la sacristie qui se demandait s'il fallait chanter quand même. Je visualisais Sarah dans une salle annexe, maquillage coulant, mes parents à ses côtés. Tom, où était Tom? Cette simple pensée m'a donné la nausée. Il avait disparu de mon paysage comme un mauvais rêve. Je ne lui laisserai pas une seconde vie dans ma tête. Je me suis fait une tisane au distributeur. J'ai laissé la fenêtre entr'ouverte pour sentir l'air de la ville. J'ai envoyé un message à Emma. Merci de m'avoir appelé. Je reste à l'écart pour l'instant. Elle a répondu « Prends soin de toi. Je gère ce que je peux ». Je me suis couchée sans musique, sans télé. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais pris sur moi pour la famille. À toutes les fois où j'avais accepté d'être moins, pour ne pas faire d'histoire. Et je me suis dit que ce soir-là, j'avais fait l'inverse. Je n'avais pas bougé d'un centimètre, et c'était exactement ce qu'il fallait. Demain, il faudra penser aux suites, aux retrouvailles impossibles, aux mots qu'on devra poser. Demain,
Ma mère va tenter de réécrire. Mon père va compter les chaises vides et parler d'honneur. Des tantes vont vouloir réconcilier. Demain, peut-être, Sarah m'écrira. Ce soir, je garde la lumière du couloir, je souffle lentement, et je m'autorise ce luxe nouveau, le silence. Le lendemain, j'ai émergé avec la bouche sèche et les yeux comme du papier de verre. Le portable clignotait en rafale, une dizaine de vocaux de ma mère, des SMS de numéros inconnus, un rappel-moi sec de mon père. Je me suis fait couler un café dans la kitchenette de la 412, j'ai ouvert un yaourt et, avant même la première cuillère, un appel numéro masqué. J'ai failli laisser sonner. J'ai décroché. C'était Marc. Sa voix était posée, fatiguée. Il m'a remercié. Pas des grands discours. Merci d'avoir été honnête, Camille. Et désolé pour le théâtre d'hier. J'ai eu un rire nerveux. Théâtre, oui. J'ai pas fait ça pour t'offrir un spectacle, qu'il a ajouté, juste pour arrêter l'hémorragie. Il m'a expliqué qu'après mon coup de fil, il avait voulu la croire, puis qu'il s'était mis à assembler les morceaux. Les répètes tardives qui ne finissaient jamais, les silences quand j'arrivais, le regard de ma sœur dans le rétro. Je ne pouvais pas te laisser passer pour la folle, il a dit doucement. Ça m'assied. On a raccroché sans promesse, sans plan. Juste deux adultes qui se disent la vérité au milieu d'un champ de ruines. À peine le temps de souffler que ma mère a recommencé. Des paragraphes entiers sur WhatsApp, ponctués de tu as détruit notre famille et de tu pouvais régler ça discrètement. Mon père, lui, comptable jusqu'à la moelle, a embrayé sur l'argent. Sais-tu seulement ce que coûtent les annulations de dernière minute? La salle, le traiteur, le digi, les fleurs. Il est resté bloqué dans son époque, celle où on sauve la face coûte que coûte et où les femmes se taisent pour ne pas troubler l'apéro. J'ai tapé lentement. À partir de maintenant, merci de m'écrire uniquement par mail. Je ne répondrai pas à vos appels. Et j'ai coupé le son. On n'est pas chez Disney. On ne réécrit pas la fin parce que ça vous arrange. Emma m'a appelé en visio depuis la cuisine de ses parents. Elle avait les cernes et un t-shirt taché de sauce tomate. Ça s'écharpe sur les acomptes, elle m'a dit. D'après elle, ma mère voulait faire pression sur la salle, mon père parlait des tabus et tonton Yves répétait « Assumez vos choix ». Pendant que je l'écoutais, Tom a tenté son entrée. On peut parler, en notification grise. Puis un pavé. Je suis désolé. On était perdus. C'était une erreur. J'ai bu. Le culot en robe du soir. J'ai bloqué. Franchissement net. Pas de scène, pas de punchline. Juste la fermeture éclair qui remonte. Fini. En début d'après-midi, Sarah. D'abord un SMS de 3 kilomètres qui jonglait entre excuses et attaques. Elle ne voulait pas me faire du mal, c'était un truc qui lui a échappé. Tom est manipulateur. Maman est effondrée, c'est ça que tu voulais. Puis une note vocale où sa voix partait en sucette. On peut se voir? On peut t'arranger? T'es ma sœur. J'ai laissé reposer, j'ai marché jusqu'au quai du Rhône, j'ai regardé un groupe faire du yoga sur l'herbe, et j'ai répondu. Je ne suis pas disponible pour te servir de paratonnerre. Cherche une thérapeute. Je te souhaite de te soigner. Envoyé. Mode avion. Le soir, j'ai pris un Uber jusqu'à la maison de la justice et du droit du 3e pour glaner des infos, pas pour lancer une guerre, juste pour savoir. Une juriste m'a expliqué calmement la marche à suivre si les appels viraient au harcèlement. Garder les preuves, envisager une main courante au commissariat, ne pas hésiter à poser des limites écrites. J'ai noté. Je ne voulais pas dégainer la police municipale pour des tuées méchantes sur WhatsApp, mais j'avais besoin d'encadrer. Me reconstruire avec des rambardes. Dans le métro B, en rentrant, j'ai relu le message de Marc. Simple. Je te confirme que j'ai rendu la bague à tes parents et que j'ai récupéré mes affaires. Je coupe le contact un moment. Ça m'a apaisé d'une drôle de manière. Pas de vengeance, pas de feinte. Une ligne droite. J'ai pensé à la bague qui claque sur la table basse du salon de mes parents, au rose pâle déjà fané, à ma mère qui cherche un micro à éteindre dans le vide. J'ai presque eu de la peine. Presque. Les jours suivants, la famille a fait ce que la famille fait, choisir des camps. Une cousine m'a écrit pour dire qu'elle me croyait depuis le début. Un oncle m'a demandé s'il pouvait médiatiser l'histoire. J'ai dit non, merci. Ma mère a tenté la version Camille est jalouse, tout est déformé auprès d'une tante. La tante a répondu on a des yeux, Monique. Le groupe familial a changé de ton, moins de stickers cœur, plus de silence gêné. Le vernis a craqué, retour de bâton. Rette, rette, rette.
Je me suis remise à courir le matin, quai Saint-Clair, avant d'attaquer mon télétravail. J'ai réservé une séance avec une psy, remboursée en partie par la mutuelle, pas la CPAM, mais ça ira. La première fois, je me suis assise et je n'ai rien dit pendant 2 minutes. Puis tout est sorti d'un bloc. La honte, la colère, le dégoût, la petite fille qu'on traite de dramatique quand elle dit qu'elle existe. La psy m'a demandé ce qui, pour moi, signait la fin. J'ai répondu sans réfléchir, ne plus me justifier. On a commencé là. Un soir, Emma est passée avec une quiche et 2 mini-bûches glacées, parce que la bûche hors saison c'est une déclaration d'amour. On a mangé sur le lit, on a ri en se souvenant de la fois où Sarah avait imposé sa playlist à Noël et que tout le monde avait dansé sur du Maître Gims pour faire semblant. On a aussi pleuré, un peu. Je lui ai dit que je n'irais pas chez mes parents pour discuter. Qu'on ne discute pas avec un bulldozer. Elle a hoché la tête. On n'est pas chez Disney, elle a soufflé. On s'est serré dans les bras. Un autre jour, mon père m'a laissé un message plus calme. Ta mère ne dort pas. Fais un effort. Il a ajouté, presque gêné, on ne savait pas. J'ai appuyé sur pause. On ne savait pas, vraiment? Ou on préférait ne pas voir? J'ai répondu en une phrase. La porte est fermée pour l'instant, papa. C'est tout. Pas de procès, pas de grand règlement de compte au tribunal judiciaire de nos vies. Ma justice à moi, ça sera d'être ailleurs. Et Tom? Rien. Le vide. J'ai supprimé ces photos sur mon téléphone comme on vide une corbeille de bureau. J'ai gardé une capture d'écran du jour où j'ai su, par hygiène mentale, pour ne pas minimiser. Mais j'ai rangé ça dans un dossier qui ne m'appelle plus. La semaine suivante, j'ai changé de chambre pour un studio près des quais. Un appart lumineux avec une cuisine minuscule où je fais des pâtes au beurre et des planches de tout et n'importe quoi. J'ai acheté des baskets blanches neuves. Je me suis offert un fraisier chez le pâtissier du coin juste parce que. Le soir, j'ouvre la fenêtre, j'écoute les scooters, j'écris. Parfois la colère revient, brutale, comme une gifle. Alors je me rappelle Marc, sa voix qui ne tremble pas, et je respire. On me demande souvent si je pardonnerai. La vérité? Je ne sais pas. Le pardon, je le confonds trop avec l'effacement. Pour l'instant, je choisis d'avancer. D'installer des limites. De croire mes sensations quand mon ventre dit non. D'accepter que l'amour sans respect, c'est un décor de carton-pâte. Et de regarder sans baisser les yeux ceux qui m'ont fait passer pour folle. Ce n'est pas un happy end, c'est une sortie par la grande porte. Ce soir, je range mon téléphone dans un tiroir, je me verse un Perrier, et je souris pour de vrai. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, je n'attends plus que quelqu'un choisisse ma place dans l'histoire. Je la prends.